Le cercle RH, le débat des experts de Smart Job pour balayer l'actualité. Elle est riche puisque vous l'avez peut-être lu dans votre presse quotidienne régionale, dans vos journaux quotidiens. Le président a annoncé bien cette réouverture. Alors ça donne comme ça de prime abord le sourire, j'imagine, aux commerçants, aux salles de spectacle. 4 étapes et ça ira jusqu'au 30 juin. Et on va doucement comme ça décongestionner la France par étapes. Ça suscite évidemment réflexion, débat. Au-delà du sourire, est-ce que c'est un choix politique? Est-ce que la campagne présidentielle a commencé à l'aune de cette annonce présidentielle? Ou est-ce que c'est un choix sanitaire, réfléchi, posé? Et puis on parlera des militaires rapidement, parce qu'ils se sont exprimés très durement, et ça a suscité là aussi un vif débat dans la presse, une tribune qui a été publiée dans Valeurs Actuelles, avec des militaires qui vont être convoqués, la ministre de la Défense l'a indiqué, et ça a suscité un débat. Puis on parlera des élections régionales, c'est très court, parce que dans l'intérêt de ces élections et dans les thèmes, les Français parlent de 2 thèmes, la sécurité et l'emploi. Sécurité très haut, avec évidemment les événements récents, mais aussi l'emploi. 3 invités sont avec moi. Valérie Ohanessian, merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la Fondation Concorde et vous êtes à la tête d'une entreprise. Rappelez-moi le nom. Femia Conseil. Femia Conseil, voilà, c'est vous qui lancez votre propre titre. Aude de Castet, merci d'avoir de nouveau répondu à notre invitation. Vice-présidente du think tank Démocratie Vivante. Vous parlerez de tous les sujets dont on a parlé là à l'instant, qui sont des sujets importants. Et plus particulièrement des régionales, parce que je suis impliqué. Vous êtes impliqué. De la liste majorité présidentielle en Normandie. Très bien. Et donc, vous allez nous faire un décompte de temps de parole, évidemment, qui sera un casse-tête pour les chaînes de télévision. Frédéric Yvernel, ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes DRH. C'est formidable d'avoir un DRH dans le débat des experts du Théâtre du Châtelet. Vous faisiez partie de tous ces acteurs de la culture qui, depuis des mois, évidemment, attendaient un signal. Vous l'avez. On commence d'ailleurs par la réouverture. Les militaires, c'est important, mais je voudrais quand même qu'on voit les étapes de la réouverture, parce que je voudrais vous donner la parole. La culture, on a fait beaucoup de débats sur ce plateau, avec des acteurs de Mogador, par exemple, qui étaient très inquiets pour les spectacles qu'ils avaient lancés. Regardez, ça va commencer, on va voir ces animations. Si tout va bien, voilà. Donc le Covid, c'est levée de restrictions au 3 mai. Déplacement en journée et dans une autre région, c'est-à-dire qu'on décloisonne les déplacements. Un retour en classe des élèves des collèges et des lycées, jusque-là, on le savait, ça c'était une information, et puis les choses vont avancer, évidemment, un peu plus vite à partir du 19 mai. Réouverture des commerces et terrasses des restaurants, bars et cafés, avec des restrictions, il y aura des jauges, puisqu'on n'avait pas la place, évidemment, vous l'imaginez. Accès aux lieux culturels et sportifs, 800 personnes max en intérieur, donc ça c'est les débats des grands événements sportifs, basket par exemple, notamment. Et puis j'ai raté la dernière. Et puis regardez la 3e étape de la fusée, puisqu'on va la voir. Là, c'est au 9 juin, réouverture des restaurants, bars, cafés en intérieur. Là, pour ceux, évidemment, qui avaient dit « j'ai pas de terrasse », ça sera le 9 juin. Accès des lieux culturels avec 5000 personnes max. Donc, on augmente la jauge, évidemment, pour le 9 juin avec 5000 personnes max. Ça, évidemment, on va en parler. Et le couvre-feu sera placé à 23h. On a encore ce mot couvre-feu très horrible dans nos oreilles, mais il sera toujours là. Et regardez, ça se termine au 30 juin. Je pense qu'on a une dernière animation. Et si on ne l'a pas, on va... voilà. 30 juin, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale, bon d'accord. Événements culturels et sportifs sans limite de jauge. Je pense à Roland Garros, évidemment, qui avait reculé d'1 semaine son événement. Et on sera, là j'ai envie de vous dire, à la fin du couvre-feu. Frédéric Yvernel, vous avez le sourire ce matin, ou vous êtes toujours un peu circonspect, parce qu'il y a quand même tout un débat sur on peut tout refermer si la situation sanitaire est mauvaise. Et excusez-moi de vous le dire, au moment où je vous parle, hier, 321 morts, avec l'arrivée d'un Covid indien, 4 personnes en France viennent d'être contaminées. Enfin, rien n'est très solide. Rien n'est solide, mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir, dans le flou dans lequel nous étions depuis déjà de très longs mois, cette hypothèse de travail sur laquelle maintenant on peut un peu s'asseoir. Vous savez, les gens du spectacle vivant, ils ne vivent que pour une seule chose, c'est la relation au public. Les techniciens, tous ceux qui concourent dans un théâtre comme celui dans lequel je travaille à la réalisation d'un spectacle, leur seule émotion, elle est liée au bruissement des spectateurs lorsqu'ils rentrent dans la salle, à l'émotion qu'ils ont lorsqu'ils lèvent le rideau et à la capacité qu'ils ont de mettre en scène leurs compétences là, il y a une perspective techniques et humaines pour favoriser une émotion collective et partagée. Donc évidemment, les gens sont heureux. Pour autant, nous, on s'est toujours calé
sur le calendrier du gouvernement et c'est tout à fait naturel. On a ce juge de paix qui est la propagation du virus. Maintenant, on est dans une dynamique qui est quand même beaucoup plus positive, donc on s'en réjouit évidemment. Votre sentiment, parce qu'il y a plusieurs sujets, il y a les lieux culturels, il y avait quand même pas mal de lieux occupés, je pense à Odéon, je pense à des lieux occupés pour la culture, et puis il y a les bars, les restaurants, les cafés. Dans quel état d'esprit vous êtes? Aude de Castet, Valérie Renessian, Aude de Castet. Oui, je suis plutôt optimiste. Effectivement, Monsieur Yvernel représente un peu le sentiment de tous les Français. Dans leur majorité, il y a un sondage qui est paru il y a 2 jours, Elab pour votre concurrent BFM TV, qui dit que 7 Français sur 10 soutiennent cette stratégie de déconfinement qui donne des caps, et cette stratégie par épisode avec une matrice commune nationale. C'est un feuilleton. Une matrice commune nationale par étape, en fait. Alors, si le terme épisode est mal choisi, par étapes successives. Donc, avec une matrice commune et puis des spécificités qui seront réajustées du coût humain par territoire, en fait. Juste d'un mot, vous, la citoyenne engagée, et vous l'avez dit au début de cette émission, on est dans un choix politique parce qu'on est à 1 an d'une élection présidentielle, où on est dans un choix, et le président a bien pris soin de dire, attendez, on a chaque fois pris des décisions sanitaires. Parce que quand on regarde les chiffres de contamination, ça baisse pas. Enfin, Valérie Renessian. Oui, moi politique ou sanitaire? J'allais dire les deux. Mon capitaine. Les deux, mon général. Ouais. Si j'osais, Ouais, je dirais les deux, mon général. Général, ça me va bien. Non, on est dans une situation totalement paradoxale, vous l'avez rappelé. Finalement, on a tous compris qu'on était dans une incertitude sanitaire totale. Et jamais on a autant compris qu'on était dans une incertitude sanitaire. Avec ces nouveaux variants indiens, et tous les jours, ils nous en arrivent. Et en même temps, comme on dit, on est en train de construire une sortie qui est bienvenue et qui est nécessaire. Donc, on a là un croisement un peu étonnant, troublant entre une incertitude totale, je pense complètement intégrée à la fois par les gouvernants et par la population, parce qu'on a compris au fil du temps, et en même temps, on a compris aussi qu'il était absolument nécessaire d'un point de vue politique, sans doute du point de vue du gouvernement, mais d'un point de vue économique surtout, que nous avions à apprendre à vivre avec cette situation et à organiser une sortie qui est, artificielle d'une certaine façon. Parce que pourquoi le 19 mai, pourquoi pas le 21 ? Oui. En réalité, ce qui compte, c'est de faire passer le message qu'on ne va pas basculer d'un monde à l'autre du jour au lendemain. Mais est-ce qu'on est en train de nous dire, tout simplement, là, aujourd'hui, en tout cas hier, à travers la PQR, des interviews données par le président Macron, il va falloir apprendre, parce que c'est un débat qu'on a depuis quelques semaines, apprendre à vivre comme on vit avec la grippe saisonnière, apprendre à vivre avec ce Covid et ne plus être entravé dans notre vie quotidienne, puisque depuis 1 an, les Français, l'économie est entravée, le monde de la culture l'est. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi, c'est-à-dire organiser des salles de spectacle et de concerts dans des conditions optimales, parce que c'est un enjeu économique pour vous? Oui, mais c'est surtout un enjeu sanitaire et c'est surtout un enjeu de plaisir pour les spectateurs qui pourront revenir dans les salles. Le sujet pour nous, il est de mettre en place les conditions d'accueil les plus favorables pour que les spectateurs puissent revenir avec la plus grande sérénité, assister à des spectacles merveilleux dans toutes les institutions. Vous êtes prêt techniquement? Vous êtes le DRH? On est prêt techniquement. On a mis en place des conditions de traitement, disons, de cette crise de façon remarquable depuis 1 an. C'est vrai, dès le début. Toutes les institutions culturelles se sont mobilisées de façon cohérente et en cohésion pour assurer la plus grande sécurité possible pour les spectateurs qui rejoindront les salles de spectacle. Le débat, pour nous, il n'est pas là. Le débat, il est de créer les conditions qui feront que les Français, les Françaises auront envie, et non pas seulement auront la possibilité, auront envie de revenir dans nos salles de spectacle. Envie, ça veut dire qu'ils savent qu'ils ne risquent rien, parce qu'il faut le dire assez clairement. Ils ne risquent rien, qu'ils reprennent des habitudes qu'ils ont aimées, et qu'ils se disent qu'après tout, il n'y a rien de plus beau dans la vie que de partager des émotions avec des gens qui nous sont différents, mais qu'on retrouve ensemble pour assister à des spectacles magnifiques. Dans votre rêve, c'est quoi? C'est le 9 juin, le prochain spectacle à Châtelet? C'est un peu trop tôt, j'imagine, pour le dire? Oui, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais courant juin, de toute façon... Courant juin, vous réoccupez la scène? Il y aura des spectacles ouverts au public, et en tout cas, on se le souhaite.
Quelle joie. Quelle joie d'entendre ça. Pour les collaborateurs de la maison que je représente aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose de formidable. Juste, on va bien sûr parler des militaires, je ne les oublie pas, et de ces régionales avec des thématiques importantes, sécurité, emploi, mais excusez-moi de vous le dire, après autant de souffrances, de contraintes des Français, est-ce que c'est pas un peu beaucoup de bruit pour rien? Parce que quand on voit ce mode de déconfinement, on est comme ça dans une sorte de croisement. On nous dit, oui, il y a encore des gens qui meurent, il y a 321 personnes, je crois, qui sont mortes hier, et donc ce sont des familles qui sont endeuillées, puis au même moment, on réinstalle une forme de souffle d'espoir. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire ça? Je donne la parole à Valérie, mais Aude de Castet, parce qu'il y a quand même un effet un peu troublant comme ça. C'est surtout, on répond à l'attente des Français qui ont besoin d'avoir des caps, des perspectives. Et puis, il ne faut pas oublier en même temps qu'on a notre stratégie de vaccination qui fonctionne très bien. Il y a un mois, vous le rappeliez, vous m'aviez invité sur votre plateau, on n'était pas en tête des pays européens. On est loin des Anglais, vous avez vu la polémique, 33 millions, la France est 13, à peine 13. Non mais la on France, est en retard. Attention, non. On est en retard. Nous étions en retard. Aujourd'hui, on a un quart des adultes majeurs qui sont vaccinés et 50% des plus de 55 ans. 2 millions et demi de vaccins. En fait, on a rattrapé notre retard. Donc cette stratégie fonctionne. Donc on le tient, le calendrier là, annoncé par Olivier Véran, vous vous rappelez, c'était un truc très martial. Nous le tenons. Vous rappeliez, Monsieur Yvernel, qu'effectivement, nous sommes un peu toujours, vous employez le terme de juge de paix à propos du virus. Moi, je dis que c'est un peu la dictature de ce virus qui nous fait naviguer dans le flou. Vous le rappeliez très justement également. Un certain flou, de moins en moins flou, avec des caps que le gouvernement fixe, décrit, déploie, et nous en avons tous besoin. Et quand nous vous entendons, Monsieur Yvernel, écoutez, ça fait du bien, un peu d'optimisme, un peu de perspective. Moi, j'ai hâte de venir ça en fait une. Voilà. Bon, vous avez déjà une spectatrice ce Châtelet. Moi, j'essaierai de venir. Et Valérie, on sera 3. C'est pas mal. Bon, déjà, on prendra les places. Valérie Boinessian, quand même, vous souleviez le problème, c'est-à-dire que on nous dit là, ça y est, habituez-vous à vivre avec ce Covid. Sur la crise sanitaire, globalement, on fait le maximum. Vous avez le sentiment que là, on est au max au niveau vaccin? Parce qu'il y a le débat AstraZeneca, il y a la vaccination pour tous qui n'est pas ouverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des limitations d'âge, même si dans les centres de vaccination, on voit un certain nombre de Français qui ne sont pas dans les limites d'âge et qui viennent se faire vacciner. Comment vous regardez cette campagne de vaccination? Elle est formidable, nous dit Aude de Castet. Ça marche bien. Ça marche. Et puis en fait, c'est 7 Français sur 10 qui ont envie que le vaccin soit effectivement élargi à tous. On est d'accord. Tout à fait. Valérie Boinessian. Non, plus modéré? Oui, bien sûr, je serai plus modérée et cette campagne de vaccination, on va dire qu'elle s'améliore, mais elle est vraiment très mal partie et elle est encore, j'allais dire, relativement molle par rapport aux besoins. J'aimerais juste revenir sur un point, parce que tout ce qu'on dit renvoie quand même à une question qui m'est chère, c'est celle de la responsabilité individuelle. En réalité, on sait ce qu'il faut faire maintenant et le champ des possibles sera d'autant plus grand que chacun sera responsable. On sait que... On l'a été, non? On l'a été, non, pas tant que ça. On a vu ces fêtes provocatrices qui sont quand même extrêmement dommageable. La jeunesse s'exprime. Je ne veux pas défendre les jeunes, mais... Moi, ça va nous faire un joli pont. La liberté d'expression est-elle absolue, oui ou non? Vous me lancez des militaires. C'est tout le sujet. Évidemment qu'elle ne l'est pas, parce que sinon, il n'y aurait plus de principe possible. Et en réalité, rien ne vaut la responsabilité individuelle. Aucune règle en matière sanitaire ne sera aussi forte que la possibilité pour chacun de juger de la situation, de jauger et finalement d'adapter le bon comportement. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. Si on veut que cette sortie soit bonne, belle pour tout le monde, il faut qu'elle soit accompagnée, je pense, d'une grande responsabilité individuelle et collective. On bascule sur les militaires, même s'il y a le débat des masques qui est soulevé. Certaines villes ont déjà pris des arrêtés, des petites villes ont déjà pris des arrêtés de retrait du masque en extérieur, ce qui ne retirera rien en fait qu'à l'intérieur il faille, et c'est bien indiqué, porter toujours le masque et d'être dans la distanciation sociale. Et puis pour clore, il reste ce variant indien dont on ne sait pas grand-chose et qui est en train de décimer des centaines de milliers d'Indiens. Ça, c'est un autre enjeu pour le gouvernement. Les militaires, Aude de Castet. Juste avant les militaires, je voudrais juste rappeler cette phrase d'un visionnaire, d'un chef d'entreprise qui disait l'année dernière, il va falloir vivre avec.
on parle beaucoup du monde d'après. C'est pour ça que je et vous en disais, vérité, je vous beaucoup appuie, de bruit monsieur pour Arnaud. rien. En fait, effectivement, il va falloir que nous nous adaptions. Et donc, c'est Antoine Frérot, PDG de Veolia, Absolument. qui parlait des jours d'avec. Voilà. Antoine Frérot, qu'on salue, qui est venu sur ce plateau d'ailleurs. La fameuse tribune des militaires, tiens, alors dans un domaine évidemment qui est un peu éloigné de Châtelet et de la direction des ressources humaines du théâtre, éloigné du think tank. Éloigné du théâtre, j'en sais rien. Pas éloigné du théâtre. C'est 18 militaires avec 6000 signataires quand même, il faut le préciser. Il y en a 18 qui vont être convoqués, qui vont être sanctionnés probablement pour les mots. Pour un retour de l'honneur de nos gouvernants, 20 généraux appellent Macron, donc le président Macron, à défendre le patriotisme à l'initiative de Jean-Pierre Fabre-Bernadac, qui a un parcours assez incroyable puisqu'il était capitaine de gendarmerie, colonel. Qu'est-ce que ça vous inspire des généraux? Alors, on a parlé de mouvements factieux, que c'était le retour de la guerre d'Algérie, le putsch d'Alger. Comment vous regardez cette position des militaires, dont on dit d'ailleurs qu'ils ont un droit de réserve qui leur interdit toute possibilité de s'exprimer? Moi, je fais juste un parallèle avec le monde de l'entreprise, que je connais mieux, évidemment, que le monde militaire. La question qui est posée, c'est de savoir si on a le droit de tout dire, d'abord, et ensuite, si on peut défendre des valeurs qui sont en contradiction avec la valeur fondatrice de l'institution dans laquelle on est. C'est ça la question qui est posée. Et par ailleurs, une fois qu'on a fait ce constat, est-ce qu'on a le droit ou pas d'exposer publiquement un désaccord? Les entreprises, pour celles que je connais, elles ont besoin de débats internes, elles ont besoin de frottements, de gymnastique intellectuelle, elles ont besoin de la pluralité des points de vue. L'époque du sachant unique qui vient d'en haut et qui tombe. Évolue. Donc on a besoin de cette intelligence collective, on a besoin de débats. En revanche, on a aussi besoin de loyauté. Donc en l'occurrence, une fois... Donc c'est un manque de loyauté des militaires. En tout cas, pour moi, une fois que la décision est prise, l'ensemble des collaborateurs qui a participé à cette réflexion doivent être loyaux. Donc la loyauté, elle passe par le fait qu'on défend des positions d'entreprise une fois qu'elles ont été actées. Moi, je vais vous dire juste une chose côté RH. Le talent d'un collaborateur, c'est sa compétence multipliée par la confiance qu'on lui fait. C'est pas plus, c'est une multiplication. Bien sûr. Vous pouvez avoir la plus grande compétence du monde, si vous n'avez pas la confiance, le talent est égal à zéro. Donc la question pour moi, c'est celle-là. C'est dans une entreprise, est-ce qu'on tolérerait qu'un collaborateur aille exposer publiquement des valeurs qui sont différentes de celles que l'entreprise porte? Aude de Castet, vous en pensez quoi de cette tribune moi, je voudrais qui tape fort sur l'idée que finalement le gouvernement, même l'État, est en train de se déliter face à comme ça à des coups de boutoir qui mettent en danger et que les militaires seraient finalement les garde-fous et les sauveteurs? Alors, il y a plusieurs choses, en fait. D'abord, je voudrais appuyer les propos de M. Yvernel. Effectivement, la loyauté, si, à la différence du monde du travail, ça n'est même pas inscrit dans le contrat de travail, ni le mot confiance, d'ailleurs. La loyauté, c'est une valeur socle du monde militaire, que je connais un peu, en fait. Moi, je me pose la question, quand même, du moment pour s'exprimer. Pourquoi à ce moment-là, oui, mais vraiment dramatique. Vous rappeliez avec des termes tout à fait militaires, martiaux. On parle de couvre-feu. Le président de la République a dit qu'on était en guerre contre un virus. Donc on est avec un pays qui souffre. On a d'autres corps constitutifs de notre République. Je pense notamment aux partenaires sociaux qui, dès le début de la pandémie, ont fait acte de responsabilité en appelant le pays tout entier à l'unité. Vu la situation. Pour vous, c'est une rupture, finalement, une forme de trahison? Attention, depuis 2005, il y a une modification de la loi qui permet à chaque militaire de pouvoir s'exprimer. Ils ont le droit d'expression. Néanmoins, c'est pas pour rien qu'on appelle le corps de l'armée la grande muette. Parce qu'effectivement, et vous le rappeliez très bien, la loyauté est une valeur socle. Pas seulement. Il y a aussi le sacrifice, il y a l'honneur. Donc c'est une forme de trahison. Valérie Rouanessian. Je n'irai pas jusque-là parce qu'en fait, il doit y avoir des souffrances, il doit y avoir... sur le fond, je n'ai même pas envie de trop de m'étendre, mais je me demande l'opportunité de cette tribune. Pourquoi ce moment-là? Même dans une réforme, il y a toujours un moment pour la réforme. Bien sûr, ça ne tombe pas par hasard. Si la loi permet l'expression individuelle du militaire, elle ne permet pas l'expression collective. Alors, c'est pas la première fois. On a déjà eu des putschs, on a déjà eu des expressions des tentatives de putsch. Avortées d'ailleurs. Valérie Rouanessian, vous en pensez quoi? Il y a quand même un contexte aujourd'hui autour des questions de sécurité qui me fait aussi un pont avec les premiers sondages OpinionWay sur le ressenti des Français à l'égard de cette élection, dont on dit qu'elle pourra d'ailleurs
créer une très forte abstention, mais dans les thématiques que les Français placent en tête, sûrement des régionales et probablement de la présidentielle, c'est la sécurité, arrive en second l'emploi, parce que les Français ont peur de perdre leur emploi. Ça rentre dans un contexte de succession de faits divers, d'incertitudes sécuritaires. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit cette tribune. Mais, moi je pense qu'il ne faut pas, en tout cas ici, on peut, mais aborder ça d'un point de vue politique. Pour moi, la question, c'est pas de savoir si ce qu'ils disent est vrai ou pas vrai. Les sondages montrent que les Français les soutiennent plutôt par rapport aux propos qui sont tenus. Même Marine Le Pen, vous avez remarqué. Bien sûr. Donc si on commence à prendre le sujet par ce biais-là, on fait de la politique. On peut. Mais ce n'est pas forcément le sujet de l'émission. Vous êtes l'émission. venu avec le code de la liberté d'expression. Coécrit avec Emmanuel Pierrat, c'est votre œuvre. Rédigé par Vincent Ohanessian, avocat de métier. Et je dirais comme monsieur, la liberté d'expression, c'est un principe constitutionnel, fondateur de notre démocratie. Il n'est pas absolu. Il y a des limites et le Code de travail pose des limites, en effet. C'est-à-dire que le salarié ne peut pas tout dire dès lors qu'il a certaines fonctions et certaines activités. Un militaire n'est pas salarié. Et donc, non, mais je fais une analogie par rapport au thème de on essaie de le replaquer à l'entreprise. Donc c'est que le Code du travail pose des limites possibles à condition que ces limites soient proportionnées et liées à la fonction de la personne. Et je pense que le sujet est là. On voit aussi que... Mais attendez, excusez-moi, est-ce que vous les soutenez au-delà de ce qu'ils disent? Est-ce que vous dites ils ont le droit de s'exprimer publiquement dans une tribune? On peut aimer, on ne peut pas aimer. Je ne veux pas m'exprimer sur le soutien parce que, encore une fois, c'est un sujet politique. La question est de savoir si des généraux en activité, parce que il faut faire la distinction entre ceux qui sont en retraite. Ah oui, la plupart sont en retraite. Et auquel cas, moi, je pense qu'ils ont la possibilité tout à fait de s'exprimer. C'est pour ça qu'ils s'expriment d'ailleurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils sont en retraite, ils ne sont plus en fonction, ils ne sont plus en activité. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, ils redeviennent citoyens. Après, pour ceux qui sont en activité, c'est un peu différent parce que, en effet, ils ont une fonction dans l'État importante d'ordre public et à partir de là, on ne peut pas les mettre sur le même plan que les généraux qui sont en retraite. Avant de nous quitter, le fameux sondage OpinionWay, il faut le découvrir, il est intéressant parce que c'est les premiers sondages qui montrent que les Français commencent à se tourner un tout petit peu vers ces régionales et les thématiques, c'est la sécurité à 47%, le développement économique et la création d'emplois à 39%, il y a presque 10 points, mais ça veut dire qu'en deuxième position, c'est l'emploi. On voit que les questions d'écologie, de développement durable sont reléguées très très loin et ça aussi c'est un signal assez intéressant. Ça vous évoque quoi? Ça veut dire que les Français vont sortir de ce confinement douloureux avec en plus l'angoisse supplémentaire de perdre leur boulot, parce que c'est de ça dont il est question dans ce sondage. Oui, et c'est une focale qu'il faut que nous ayons, parce que en fait, l'emploi. Il a été sauvé par le chômage partiel, faut le dire. Oui, absolument, de manière assez magistrale, rappelons-le. On est le pays où on a le plus été au chevet de nos entreprises, au chevet de nos salariés, en maintenant le pouvoir d'achat moyen des Français de la meilleure manière au niveau mondial. Donc ça, c'est bon toujours de le rappeler. Maintenant, la préoccupation des Français sur l'emploi, oui, c'est leur travail, est également, et ça, je peux vous dire qu'à démocratie vivante, c'est une préoccupation majeure de pouvoir faire des propositions en ce sens. C'est aussi une réponse par rapport à leur inquiétude sur la sécurité. C'est qu'effectivement, si... C'est très lié d'ailleurs. Et tout à fait. C'est que la réponse à cette angoisse par rapport à la sécurité, à cette préoccupation première des Français, c'est, me semble-t-il, de trouver de l'emploi, d'intégrer les jeunes par des formations comme l'alternance dans l'entreprise, c'est de s'occuper des couches populaires en leur donnant une réponse sociale et économique. Vous n'êtes pas d'accord? Non, L'emploi, c'est l'angoisse absolue des Français. Ils se disent, quand on leur retirera la prise de l'entreprise, PGE, chômage partiel, moi, je vais me retrouver sur le carreau. C'est ce qu'ils craignent. Absolument, et ils ont raison, parce qu'ils voient bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cette crise est en train de transformer complètement le monde économique avec des secteurs qui sont dynamiques, qui sont voire
plus dynamiques dynamique. qu'avant, et d'autres dont on se demande comment ils vont se relever, avec sans doute des fermetures définitives de certaines choses. Non, je tiquais un peu sur l'association entre la sécurité et l'emploi, parce que je pense que la sécurité qui arrive en tête est d'une nature un petit peu différente de celle de l'emploi, et fait allusion en effet à une insécurité publique forte qui occupe les esprits des Français. Les esprits et qui n'a pas grand-chose à voir, à mon avis, avec la crainte du chômage. Ça a à voir, parce que je peux vous dire que si vous mettez massivement je suis pas sûre que les gens policiers qui au se fassent travail, massacrer dans les cités et grand-chose. mais ils ne massacreraient pas s'ils avaient du travail, en vérité. Ça, c'est un vieux débat que vous lancez. Moi, je dis que c'est une réponse. Je dis que c'est une réponse. Ça, c'est un vieux débat qu'on lance. C'est-à-dire que absolument. en réarmant... Si seulement. Si seulement. Juste un mot, parce que c'est intéressant, les amortisseurs sociaux, parce qu'il faut quand même en parler un tout petit peu, notamment en direction du monde de la culture. Les chômages partiels, le maintien pour les intermittents du spectacle, de leurs indemnités, malgré le fait qu'ils ne travaillaient pas. Elles ont été prorogées d'un trait de plume. Ça vous a sauvé d'une signature? En tout cas, le traitement qui a été fait de toutes ces populations a été exemplaire. Et là, c'est pas du tout un jugement politique. Non, vous le constatez, oui. Bien sûr, on a été accompagné autant que l'administration et le gouvernement le pouvaient. Et je pense notamment à toute cette population qui est plus directement encore concernée que les personnels permanents des grands théâtres. Bien sûr. Notamment cette population intermittente et aussi les artistes. Les techniciens. Les techniciens qui arrivent sur des productions et qui ne sont pas embauchés définitivement dans une grande maison, qui ont pu bénéficier de l'année blanche, qui ont pu bénéficier d'un soutien permanent et qui ont quand même été, je pense, écoutés. Alors, pas toujours entendus, évidemment. Et on a vu des mouvements, et encore tout à fait récemment, dans les quelques théâtres occupés à Paris. Commençons à Odéon, puis en plus ça c'est... Des mouvements de colère et de frustration qui sont à la fois liés à quand même ce désespoir et à la volonté de revenir au travail. Mais il y a quand même eu un accompagnement. C'est majeur. Évidemment. C'est un des secteurs les plus soutenus. Un secteur soutenu. Encore 50 millions. Merci d'être venu sur... 50 millions d'euros d'aide supplémentaire. On vient vous voir à Châtelet, dès que vous Avec rouvrez. Plaisir, dès que les conditions J'espère qu'il y aura de la place pour tout le monde. Dès que les conditions sanitaires nous le permettent. Vous serez à 5000 jauges, c'est 5000, je crois, à partir du 9 juin. Alors le théâtre ne peut pas accueillir 5000 personnes. Voilà, donc vous serez... Et dès que les conditions sanitaires nous le permettent, on démarre. Et écoutez, on vous souhaite bon vent pour pouvoir réattaquer, donner du rêve, offrir du rêve à tous ceux qui regardent et qui aiment le théâtre. Merci d'être venu sur notre plateau, Frédéric Ivernel. Merci à Valérie Oanessian, membre de la Fondation Concorde, avec ce livre Code de la liberté d'expression, parce que vous êtes venu sur le plateau avec Vincent Oanessian et Emmanuel Pierrat, tous les deux avocats. Merci à Aude de Castel. Je voudrais faire un petit clin d'œil. Faites un clin d'œil. Nous sommes la veille du 1er mai. C'est vrai. Et je voudrais On n'a même pas un petit bout de muguet là. Absolument, c'est autre chose que le petit bout de muguet. Pour moi, le 1er mai, c'est la fête du travail, des travailleurs. Et je voudrais saluer les syndicats qui, malgré leurs divergences, depuis un an, ont fait preuve de responsabilité, d'engagement pour notre beau pays. Le dialogue social n'a jamais été aussi dynamique et vitalisé. Donc, salut aux syndicats et aux partenaires sociaux. Vous avez l'œil fermé, là, Aude de Castel. Ce n'était plus un clin d'œil, c'était un message politique. C'est une campagne électorale que vous nous faites. En tout cas, c'était un clin d'œil ou en tout cas un message envoyé aux syndicats à leur responsabilité. Valérie Oanessian n'est pas d'accord, mais on ne peut pas ouvrir ce débat. Merci à vous trois, mesdames et messieurs. La fin de notre émission, c'est bientôt, c'est le livre de Smart Job et on s'intéresse avec un coach à l'intelligence collective. Ça ne s'improvise pas et il va être avec nous dans quelques instants pour nous parler de ce livre. Vous voyez, je vous vois très intéressé, Aude de Castel. Merci à vous trois. Bonne journée.